Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale qui sera entièrement consacrée à la guerre en Ukraine vue d'Afrique, au moment où le Parlement français débat d'un possible renforcement de son implication en Ukraine. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. D'abord Carlyle Bey, qui est journaliste politique. Bonjour. Bonjour. Et ensuite Emmanuel Dupuis, qui est le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Bonjour Marie-France et bonjour Carlyle. Bonjour Emmanuel. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter quelques déclarations qui ont été faites hier dans le cadre de ce débat sur le renforcement possible de la France aux côtés de l'Ukraine. On se retrouve tout de suite après. Le président de la République a demandé aux industriels d'accélérer leur passage dans une économie de guerre et d'augmenter leur capacité à produire. Dans les prochains mois, nous livrerons à l'Ukraine 150 drones, 100 munitions téléopérées et 6 canons César, et 12 autres seront financés par la France. Nous produirons jusqu'à 3000 obus par mois au profit de l'Ukraine. Nous allons livrer près de 600 bombes A2SM, à raison d'une cinquantaine par mois, ainsi qu'une quarantaine de missiles Scalp. Enfin, comme l'a confirmé le président de la République lors de sa visite en République tchèque, la France participera au financement de l'achat d'obus en masse proposé par nos alliés tchèques. Le mois dernier, le Conseil européen a décidé d'une nouvelle aide pour l'Ukraine à hauteur de 50 milliards d'euros, une aide essentielle qui permettra au pays de tenir pour son fonctionnement quotidien, mais aussi de mener les investissements et les réformes nécessaires pour son redressement. Nous sommes donc dans un moment décisif. La Russie est une menace, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi directement pour nous, pour l'Europe, pour la France, pour le peuple français. Face à une puissance impérialiste, révisionniste, qui menace et qui ne croit qu'à la force, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a que la détermination politique et la posture stratégique qui comptent pour la tenir en respect. Et la première ligne de défense, c'est en Ukraine qu'elle se situe. Le reste, ce sont des mots. Les mots légers de ceux qui ne veulent pas voir leurs responsabilités et croient que les choses rentreront dans l'ordre toutes seules, sans effort. Les mots coupables de ceux qu'aveuglent des affinités anciennes avec une Russie agressive et régressive. Je le répète, la Russie ne peut ni ne doit gagner. Le catalogue des promesses de cet accord de défense apparaît intenable militairement, financièrement et industriellement et n'apporte aucune garantie à une amélioration de la situation de l'Ukraine. L'on ne peut que déplorer que vous y ayez intégré des éléments qui empêchent, et vous le saviez, un vote unanime sur votre déclaration. Mais peut-être, Monsieur le Premier ministre, était-ce l'objectif? Vous parez du lin blanc du camp du bien et rejeter l'ensemble des oppositions et donc des millions de Français qu'elles représentent dans le camp du mal, dans un choix indigne que vous semblez vouloir imposer. Soit on est pro-Macron, soit on est accusé d'être pro-Poutine. Si nous envoyons des troupes au sol, savons-nous si, du côté russe, d'autres pays enverront de l'autre côté des troupes au sol? Est-ce que nous aurons des combattants africains? Est-ce que nous aurons des combattants asiatiques? Est-ce que nous aurons des combattants moyen-orientaux face à nous, dans ce Sud global qui a aussi envie de régler des comptes avec l'Occident? Si les Occidentaux, si les Européens, si les Français envoient des troupes là-bas, vous pensez que la solidarité ne jouera pas du côté russe? Je pense qu'il vaut mieux se poser la question. En tout cas, nos diplomaties n'ont pas fait ce qu'il fallait pour que la Russie soit isolée. Et si la Russie était isolée, ça se saurait. Je pense que nous sommes d'ailleurs davantage isolés, malheureusement, plus isolés que la Russie. Alors Carlyle, on vient d'écouter différentes déclarations par rapport à cette poursuite de l'engagement français aux côtés de Kiev. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit attendre de ce débat sur un vote qui est non contraignant et comment l'Afrique regarde ces débats-là aujourd'hui? D'abord, il faut contextualiser ce débat qui intervient à la suite des déclarations, des propos polémiques du chef de l'État, comme l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin vient de l'évoquer. Le président Macron avait évoqué la possibilité d'envoi de troupes françaises sur le territoire ukrainien. Et donc ça avait suscité un levé de bouclier de la part des alliés et au sein de la classe politique française. Donc le chef de l'État a voulu sortir, on dit, par la grande porte en convoquant ce débat conformément à l'article 50-1 de la Constitution avec vote
pour permettre un débat sur l'accord stratégique qu'il avait signé avec le président Zelensky le vendredi 16 février à l'Élysée, un accord stratégique qui s'inscrit dans la continuité du sommet de l'OTAN à Vilnius que chaque partenaire occidental devait signer avec l'Ukraine. Et donc le chef de l'État a voulu inviter les parlementaires à se prononcer sur cet accord qui n'est certes pas contraignant, mais qui permet de clarifier les positions au sein de la classe politique française sur le soutien de la France à l'Ukraine. Donc on a très bien vu un peu les déclarations à la fois du Premier ministre qui a dénoncé les partisans d'une alliance pro-russe, les partisans de la défaite, ce qu'il appelle les négociations. Il a réaffirmé le soutien clair de la France à l'Ukraine avec l'annonce de nouvelles livraisons d'armes et autres. Et à l'issue de ce vote, on a très bien vu qu'une large majorité des parlementaires se sont positionnés pour un renforcement du soutien de la France, notamment les socialistes qui ont appelé à faire plus en matière d'envoi d'armes. On sait très bien que la France occupe, si je passe le contrôle d'Emmanuel, la 14e place, si je ne me trompe pas. Certains disent qu'elle est un petit peu plus loin. Ouais, il y a des interrogations sur le niveau réel de notre engagement, mais on est à peu près là. On n'est pas vraiment à la hauteur des attentes, en tout cas, des Ukrainiens. Et ce débat suivi d'un vote, parce que l'article 50-1 de la Constitution permet soit d'avoir un débat avec ou sans. Ce débat, il était avec un vote qui a eu lieu au Sénat, à l'Assemblée nationale, puis au Sénat. Il a permis de clarifier la position de chaque groupe. Et donc, les troupes de Marine Le Pen, qui a dénoncé le président de la République de vouloir installer un clivage pro-Macron et pro-russe et pro-Poutine à quelques mois de l'élection européenne. Donc, on voit très bien l'opportunité politique, la tactique politique du chef de l'État. Ces troupes se sont abstenues. Un choix qui est quand même assez surprenant pour un parti qui se dit loin des aspirations, qui condamne l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, mais qui a du mal à se prononcer en matière sur ce conflit-là. Parce qu'ils pouvaient soit voter contre, comme l'ont fait les insoumis et les communistes, ou voter pour. L'abstention, c'est une fuite en avant. Alors, Carlyle, est-ce qu'on peut parler quand même d'une intensification de ce conflit, ou est-ce qu'il y a des risques par rapport à ça? Clairement, le contexte a changé. Parce que lorsqu'on le voit très bien même dans les propos du président Macron, qui au départ appelait à donner des garanties de sécurité à l'Ukraine comme à la Russie. Mais aujourd'hui, on voit que la France fait l'objet de nombreuses cyberattaques. Pas plus tard que ce lundi, plusieurs ministères ont fait l'objet de cyberattaques qui venaient de la Russie. Et on voit aussi que la menace pèse au sein des pays baltes. Absolument. Dont les chefs d'État défilent à Paris. On a la présidente de la Moldavie, Maia Sandu, était reçue à l'Élysée. Donc il y a une vraie volonté, on a du mal à percevoir les réelles intentions de Vladimir Poutine, qui ne compte pas vraiment s'arrêter, je pense, à l'Ukraine. Alors, Emmanuel, par rapport, j'aimerais vous faire rebondir aux observations de Carlyle. C'est vrai qu'il y a des sons de cloche un petit peu différents sur cette analyse des implications des uns et des autres et de cette internationalisation. C'est vrai que le discours récent du président Macron, qui n'excluait aucune option pour pouvoir mettre en échec l'armée russe, a inquiété plusieurs chancelleries, j'imagine aussi en Afrique. À l'heure où la France commence à réfléchir à un désengagement militaire de sa présence en Afrique, on parle potentiellement d'un renforcement de son engagement en Ukraine. Là, il y a une sorte de coordonnance. Oui, il y a effectivement une logique consécutive à la position française qui vise à redéployer, réviser son positionnement sur le continent africain. D'ailleurs, la prose ou la parole du président français a pré-annoncé le renforcement militaire en Roumanie. Car désormais, il y a 4000 soldats français qui vont être présents en Roumanie. Donc, on n'est pas en Ukraine, mais on est à la frontière de la Roumanie, au cas où il faille intervenir, comme le président français a semblé vouloir le dire. Donc, effectivement, il y a cette logique des vases communicants, une moindre présence sur le continent africain au profit d'autres opérations. Maintenant, Carlyle a très bien résumé le propos. Et il s'agissait d'un vote non contraignant
article 50, alinéa 1, qui s'est en fait révélé positif, largement positif, à part des oppositions structurelles, des oppositions les plus extrêmes. Les socialistes ont voté pour, les républicains, dans leur grande majorité, ont voté pour, à part quelques abstentions. Maintenant, la logique aurait voulu que ce ne soit pas cet article, mais je vous laisserai Carlyle l'évoquer, parce que là, il s'agit d'engager budgétairement un certain nombre de moyens. Le Premier ministre Gabriel Attal l'a rappelé, avec cette liste à l'après-vert, de l'augmentation de la livraison de nos matériels, de la préparation ou de l'intégration de notre économie à l'économie de guerre, l'accélération, donc la livraison donc, de ces différents matériels, les 30 Césars plus les 2, plus les 6 qui vont arriver, et in fine les 78 qu'on a promis. Mais pour cela, il faut respecter la Constitution. Et donc, théoriquement, ce n'est pas l'article 50 alinéa 1 qu'il aurait fallu appeler, mais l'article 53. Parce que dès qu'il y a un engagement budgétaire, c'est ce vote-là qui est en jeu. Et là, les votes auraient été un peu différents. Parce que, pour répondre à votre question, tout le monde est d'accord qu'il faille soutenir l'Ukraine. En tout cas, une grande majorité des États à travers la planète. On y reviendra sans doute. Alors ça, je voudrais vous arrêter, Emmanuel, parce que c'est pas si je termine, évident. Juste rapidement. Alors, c'est pas évident sur le continent africain, mais sur les 193 États, il y a quand même 141 qui ont voté 2 fois de suite, en mars 2022 et en février 2023, pour soutenir l'Ukraine. Mais vous avez raison, c'est peut-être pas si évident que ça sur le continent africain. Alors justement, Carlyle, on se souvient qu'au début de cette invasion en Ukraine, il y a eu un vote aux Nations Unies. Il y a pratiquement la moitié des pays africains qui se sont abstenus de condamner justement cette invasion russe. Et ça a surpris beaucoup d'observateurs occidentaux. Est-ce que c'est quelque chose, ce positionnement vous a surpris ? Comment vous l'expliquez ? Non, je ne pense pas. Aujourd'hui, l'Afrique, j'ai envie de dire, en rigolant, l'Afrique est en position de force, parce qu'on recherche ses voies pour pouvoir soutenir l'Ukraine. Mais les Africains se disent, bah, écoutez, on avait besoin de vous aussi lorsqu'il y avait des conflits chez nous, on ne vous a pas vu. Et parce que l'Ukraine est près de vous, est proche de vous, vous demandez le soutien des Africains. Bon, c'est un peu le discours africain qu'on entend un peu dans les différentes capitales. Après, si les votes ont évolué, il faut peut-être voir aussi du côté des chancelleries occidentales s'il n'y a pas eu un peu de pression, s'il n'y a pas eu de marchandage. C'est un peu tout ce qui se passe au sein des Nations Unies. Mais Emmanuel évoquait la question des 141 pays qui votaient constamment le soutien à l'Ukraine. Je pense qu'il y a eu une vraie aspiration. Il y a pour répondre aux propos du président du Comore, si je ne me trompe pas, qui condamne au fait cette invasion parce qu'il la caractérise comme une conquête impérialiste. Et on sait très bien que l'Afrique est un continent qui a fait l'objet de colonisation. Donc, en particulier sur la question des Comores avec Mayotte. Voilà, clairement. Donc il y a ce sentiment aussi pas réglé. De reconnaissance dans ce qui se produit à l'Ukraine. Et puis bon, on sait très bien que s'il y a une réticence, c'est parce que sur le continent, il y a une certaine passion pour le grand Poutine, j'ai envie de dire, de la part de certains Africains. Alors justement, Emmanuel, on écoutait tout à l'heure Dominique de Villepin qui disait qu'effectivement, en cas d'internationalisation du conflit de troupes au sol, quelle serait la position du Sud global et des Africains en particulier ? Le Premier ministre, l'ancien Premier ministre parle souvent d'or et il a souvent une vision que je partage qui était prospective et anticipatrice. Je crois que, sans exagérer quand même, quand Dominique de Villepin évoque l'idée un peu saugrenue comme quoi il n'y aurait que l'Occident, l'OTAN, l'Union européenne, les pays du G7 qui soutiendraient un front commun contre l'Ukraine, ne pas oublier que la Russie a quand même des alliés. Et on l'a vu d'ailleurs dans les différents votes au niveau des résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies, où de plus en plus de pays, progressivement, ont commencé à soutenir l'Ukraine. Prenons l'exemple du Mali. Premier vote à l'ONU, 2 mars 2022, le Mali s'abstient. Pourtant, il y avait déjà les putschistes au pouvoir depuis déjà près d'1 an et demi. Un an plus tard, 2023, le Mali n'a pas participé au vote et c'est ensuite... Non, c'est moi qui me... vous voyez, comme quoi c'est un petit peu compliqué. Le Mali s'est abstenu la première fois et a soutenu la résolution, s'est opposé à la résolution condamnant l'Ukraine, je vais y arriver. Donc ça veut dire que sur le continent africain, il y a un certain nombre de pays dont on peut douter de la concomitance de la position avec la posture occidentale. Vous l'avez très bien dit, Marie-France, sur les 141 pays, 35 abstentions globales,
17 continents africains, 12 pays qui n'ont pas participé au vote, 8 étant africains. Ça veut dire que la moitié des 54 pays s'est déclarée peu ou prou, disons, en distanciation avec la position occidentale. Par contre, ce qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention, c'est qu'un certain nombre de pays ont donc des partenariats stratégiques de plus en plus forts, voire des partenariats militaires. Alors justement, je vais vous arrêter, on va regarder tout de suite une petite vidéo sur l'aspect sécuritaire dont on a beaucoup parlé à travers l'implication, la présence des milices Wagner, notamment dans le Sahel et en République centrafricaine. Je vous propose de regarder, ensuite de réagir à cette présence militaire russe en Afrique. Après la mort annoncée mercredi d'Evgeny Prigojine, des questions sur l'avenir en Afrique de sa compagnie paramilitaire refont surface. Dans plusieurs pays du continent, Wagner s'illustre de manière discrète aux côtés de nombreux gouvernements. La présence de ces mercenaires, au Mali par exemple, continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Auteur de nombreuses exactions selon les uns, un appui sûr dans la lutte contre le terrorisme pour les autres, la société de sécurité privée russe est devenue, ces dernières années, l'élément incontournable de l'influence du Kremlin en Afrique. La mort de Prigojine est un choc pour ces hommes présents sur le continent, en hommage à leur patron ce mercredi matin, au sud et au centre du Mali, les combattants de Wagner auraient observé une minute de silence. Mais leur avenir, dans l'effectif du groupe paramilitaire en Afrique, serait-il menacé? L'hypothèse est très peu probable. Déjà, au lendemain de sa rébellion avortée le 24 juin dernier, Moscou avait laissé Wagner poursuivre ses activités dans les pays africains où il est présent. Mais selon des spécialistes, la mort d'Evgeny Prigojine pourrait bien rebattre les cartes et forcer Vladimir Poutine à repenser sa politique de présence russe en Afrique. Wagner avait une certaine liberté dans ses projets en Afrique. Sans coopération avec le ministère de la Défense, je ne vois pas comment le groupe pourrait continuer à y travailler. Mais la présence de Wagner en Afrique ne se résume pas seulement au soutien militaire. Parallèlement, le groupe intervient dans l'exploitation de ressources naturelles avec un accès aux mines d'or et de diamants. Dans les pays africains où l'influence russe n'est plus à démontrer, les soupçons de la responsabilité directe du président Poutine dans la mort de Prigojine pourraient être interprétés en défaveur de Moscou. Alors Emmanuel, là on a vu un court sujet qui faisait suite au décès de Yevgeny Prigojine qui est à l'origine de cette milice Wagner que l'on voit depuis quelques années en République centrafricaine et maintenant dans les pays du Sahel. Et c'est vrai que très souvent, vu d'Occident, on a tendance à résumer cette relation entre la Russie et l'Afrique à ce simple aspect sécuritaire. Plusieurs questions. La première, depuis la mort de Yevgeny Prigojine, quid de la présence de Wagner et des Russes sur le plan sécuritaire en Afrique? Et puis, au-delà de cette présence sécuritaire, il y a quand même d'autres enjeux importants. Lesquels sont-ils? Oui, vous avez raison de séquencer la question en deux. Premièrement, Wagner a survécu à elle-même. La mort, le 23 août dernier, d'Evgeny Prigojine n'a pas empêché les activités du groupe, même s'il a été rebaptisé, on ne l'appelle plus Wagner, on appelle ça l'Africa Corps, et donc avec une course, une bride de plus en plus resserrée, notre collègue Pauline Dax l'évoquait, comme quoi c'est les services de renseignement russes, militaires, le GRU, qui a repris la main. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont abandonné les espaces dans lesquels ils étaient présents. Le Mali, la République centrafricaine, peut-être demain le Burkina, sans doute le Burkina, car depuis maintenant quelques jours, des bruits très insistants font l'objet d'interrogations quant à la création d'une première base militaire d'Africa Corps au Burkina. On savait qu'il y avait des implantations autour de l'aéroport de Mali sans que ce soit une base militaire en tant que telle. Donc Wagner reste présent dans à peu près une quinzaine de pays avec des activités diverses, celles traditionnelles d'une société militaire privée pour assurer la sécurité de ceux qui la contractent en Libye, en Guinée-Bissau, au Soudan pour la protection des implantations minières, gazières, pétrolières, ou en Centrafrique pour la protection du président Faustin-Archange Touadéra. Premier élément de réponse, donc Wagner n'a pas disparu, il s'est sans doute renforcé avec peut-être une nouvelle forme d'enquistement ou d'ancrage qui va être très difficile de chasser. Deuxième élément,
les activités annexes de Wagner, la guerre réputationnelle, la guerre informationnelle, pour ne pas dire le French bashing, ou la francophobie, artificiellement utilisée comme un élément pour déstabiliser ou écorner l'image de la France, continue de plus belle. Dès qu'il y a un coup d'État ou une tentative de coup d'État ou une fragilité, actuellement au Sénégal, les mêmes arguments sont utilisés en mettant en avant que la France, en soutenant un régime non démocratique, non légitime au regard de la Constitution, devrait être poursuivie. Et puis, troisième élément, et ce qui me permet de répondre et d'élargir ma réponse par rapport à votre question, on résume le retour de la Russie sur le continent africain à la seule présence de Wagner. La Russie n'a jamais quitté le continent africain. Les entreprises russes sont massivement actives. Rosatom, pour la fourniture de 2 centrales nucléaires, une en Afrique du Sud, une en Égypte, peut-être une demain au Nigeria. Rusal, la grande compagnie minière qui exploite la quasi-totalité des mines dans lesquelles la Russie s'est impliquée, au Mali, pour l'or, pour des mines de diamants en République centrafricaine. Et bien évidemment, je n'oublie pas les compagnies pétrolières et gazières, Lukoil, Gazprom, qui sont très présentes. Et puis il y a les partenariats. Et d'une certaine façon, nous sommes un peu pris au piège. Car d'une manière ou d'une autre, puisque nous avons voulu diversifier nos sources d'approvisionnement gazières et pétrolières, pour ne plus dépendre de la Russie, nous sommes tournés vers le continent africain. Absolument. Actuellement, on a 21% de notre gaz qui provient du continent africain. Mais indirectement, et c'est là où j'utilise ce terme d'être pris au piège, quand on va contracter avec la Sonatrach, la compagnie extractive pétrolière algérienne, 20% de la Sonatrach appartient à Gazprom. D'une certaine façon, l'argent va indirectement dans les subsides ou dans les mannes russes. Mais bon, encore une fois, c'est au bénéfice des économies africaines, il faut s'en féliciter. 17% du gaz que l'Europe achète provient d'Algérie, 4% du pétrole que nous achetons provient du Nigeria. C'est bien, c'est mieux, mais il faut être très vigilant parce qu'in fine, ça ne bénéficie pas forcément aux sociétés africaines en tant que telles. Alors justement, ça c'est une question très importante sur la diversification de l'approvisionnement en énergie des pays européens, car là, on voit bien que l'Italie a couru en Algérie, l'Allemagne est du côté du Sénégal et de la Mauritanie. C'est la course justement à la diversification. Est-ce que les pays africains sont en mesure de pouvoir finalement donner le là de cette nouvelle disposition, ou alors est-ce qu'on s'oriente vers une forme de néocolonialisme énergétique, comme cela est dénoncé parfois dans certains médias? Alors déjà, il faut dire que c'est le kairos, comme disent les Grecs, c'est le temps favorable pour l'Afrique. Donc aujourd'hui, qui revient au centre du jeu à travers ces questions d'approvisionnement d'énergie. On a parlé de l'Algérie tout à l'heure, il y a également d'autres pays. Après, ça dépend. Pour éviter ce néocolonialisme énergétique, on va voir si les dirigeants africains ont une certaine intelligence, une certaine finesse pour, j'ai envie de dire, s'associer, parce que plus on est unis, on est plus fort face aux acheteurs. Donc c'est à eux maintenant de réfléchir pour voir comment répondre collectivement aux demandes européennes. Mais oui, je trouve que c'est un moment très très important pour les économies africaines, qui doivent bien jouer sur ce coup, sinon ils risquent de retomber dans le piège. Et oui, et là on assistera à une certaine forme de néocolonialisme. Mais je vais revenir sur le paradoxe, en tout cas en matière d'approvisionnement de gaz en Algérie, qui forcément retombe dans les mains, dans les pouvoirs, dans les caisses russes. Donc il y a un certain paradoxe de la part des Occidentaux qui contournent, mais qui continuent de s'approvisionner avec l'énergie russe quand même. Pour souligner. D'accord. Alors, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur aussi les impacts de ce conflit en terres africaines, puisqu'on voit bien avec l'inflation, le budget des ménages a fondu comme neige au soleil. Il y a quand même un certain nombre d'impacts directs qui poussent les États africains à repenser leur stratégie de développement, de sécurité alimentaire notamment. Peut-être un dernier mot quand même sur cette question-là, qui est une question centrale, puisqu'aujourd'hui, les Nations Unies estiment qu'il y a une personne sur 5 en Afrique qui est menacée par la faim.
Absolument, Donc, mais vous avez raison de mentionner cet élément déterminant pour la perspective longue sur le développement africain. Les objectifs du développement durable, les 17 ODD à l'horizon 2030, tels que proposés par l'ONU, précisaient que pour sous-tendre ces ODD, il fallait un taux de croissance supérieur à 4 ou 5%. Or, à cause de la crise en Ukraine, mais également précédemment le Covid, on est descendu à 3. Ça veut dire que les objectifs seront encore plus difficilement atteignables. Et puis, il y a aussi une crise et un impact direct. Vous avez mentionné la déflation ou la hausse du prix de la vie ou la cherté de la vie un petit peu partout en Afrique. Il y a un autre phénomène qui, là, pour le coup, un impact direct, une sorte d'injustice qui tombe sur le continent africain par rapport à la crise en Ukraine. C'est la capacité ou l'incapacité, à sortir de l'ultradépendance céréalière. Un certain nombre de pays dépendent à 100% des livraisons céréalières, soit de la Russie, de l'Ukraine. La Somalie et le Bénin, c'est 100% de fournitures russes. L'Égypte, le Soudan, c'est un petit peu moins, c'est 75%. Il y a des différences entre les fournitures ukrainiennes ou russes, mais c'est en grande partie, à 3/4 des cas, russes. Donc évidemment, cela a un impact certain sur ce que Antonio Guterres évoquait, le risque d'un cataclysme alimentaire qui s'abat sur l'Afrique sans qu'elle n'en soit directement concernée ou directement en capacité de faire preuve de sa volonté de médiation, même s'il faut saluer le déplacement de Macky Sall en tant que président de l'Union africaine dans les 3 premiers mois, je crois me souvenir que c'était en juin, où il s'était rendu, en juin 2022, où il s'était rendu à Sochi, où Umaru Embalo Sissoko, qui lui-même, en tant que président de la CEDEAO, avait aussi fait le déplacement à l'occasion du sommet, le 2e sommet Afrique-Russie, avec la volonté aussi de tenir compte d'un élément qu'on oublie souvent, mais qui, je crois, est encore plus déterminant que la question céréalière, c'est la question des fertilisants. Car s'il n'y a pas d'engrais et de fertilisants, l'économie agricole africaine s'en trouve particulièrement impactée. Or là, c'est quasiment 80% des fertilisants qui sont impactés, soit par les sanctions, Biélorussie, Russie, soit par l'incapacité de les faire parvenir d'Ukraine. Merci beaucoup. Alors, il y aurait encore beaucoup à dire sur le sujet. Je vous invite à suivre nos invités du jour sur leurs réseaux sociaux. Merci Carlaï d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci Emmanuel. Merci. À très bientôt. Merci pour votre attention.